Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je souhaite d'abord saluer la présence pour notre séance publique de nombreux syndicalistes dans les tribunes. On peut les saluer. Il y a des hommes pour qui la grève est un scandale. C'est-à-dire non pas seulement une erreur, un désordre ou un délit, mais un crime moral, une action intolérable qui trouble à leurs yeux la nature. Écrivait l'éminent philosophe Roland Barthes dans ses mythologies en 1957. La volonté de restreindre la grève est aussi vieille que la grève elle-même. Le texte que nous examinons tire son inspiration du modèle italien, extrêmement restrictif. Vous proposez de sanctuariser 30 jours où l'exercice de la grève serait interdit, les vacances, les jours fériés, les élections et référendums, ainsi que les événements d'importance seraient concernés. Lors de ces périodes, qui ne pourraient dépasser 7 jours consécutifs, un trafic minimum serait alors organisé aux heures de pointe, le matin et le soir. Votre projet étend également le délai de prévenance et de déclaration, met fin au préavis dormant, encadre les grèves de moins d'une heure et autorise les réquisitions dans le secteur des transports, rien de moins. Toutes ces mesures sont anticonstitutionnelles au sens où elles portent une atteinte disproportionnée au droit de grève, pourtant protégé par l'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946. Il dispose que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent et pas qui l'interdisent ou le suspendent. Le rapport de la commission Mandelkern sur la continuité des services publics dans les transports terrestres de voyageurs ne disait pas autre chose. Dès 2004, il battait en brèche toutes vos propositions. Sur la garantie de service par plage horaire, je cite, « Ce scénario aboutit au maintien en service d'une telle proportion du personnel que l'on peut douter de sa compatibilité avec l'obligation constitutionnelle de concilier les droits. Cette conciliation ne peut aboutir à une quasi-négation de l'un d'eux. » Fin de citation. Sur l'interdiction du droit de grève durant un certain nombre de jours fixés à l'avance, je cite encore, « Elle ne peut être acceptée que s'il est possible de démontrer que, ces jours-là, tous les personnels doivent être présents pour répondre à des besoins essentiels. Or, en limitant aux seuls exemples donnés plus haut, examens, grands départs en vacances, grands événements sportifs, on mesure d'emblée la difficulté qu'il y a à respecter ces contraintes juridiques. » Je ferme la parenthèse. Quant aux réquisitions, difficile d'imaginer en quoi l'absence de transport en commun crée une atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité, à la sécurité publique. Ces réquisitions seront déclarées illégales par le juge, car non justifiées par un véritable objectif de maintien de l'ordre public. Dois-je également rappeler que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à valeur constitutionnelle, dit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Fin de citation. Or, et vous le savez, cette résistance à l'oppression est interprétée dans la jurisprudence courante comme une garantie du droit de grève. Enfin, notre pays est signataire de la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail qui précise dans son article 2 que, je cite, « Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. » Comme l'exige la Constitution, nous devons nous conformer au respect de cette convention. Sans l'ombre d'un doute, vous l'aurez compris, cette proposition de loi est anticonstitutionnelle. Alors pourquoi ce texte? Pourquoi un tel texte? Pourquoi les textes de ce genre se sont multipliés ces dernières années? Pourquoi ils font des mouvements sociaux la source de tous les maux que rencontrent les usagers des transports alors que la réalité est tout autre? C'est certainement parce qu'il est plus facile de s'attaquer aux droits des travailleurs que de s'attaquer aux vrais problèmes. Prenons l'année 2022, année des grèves des chefs de bord. L'autorité de la qualité des services dans les transports, l'AQST, décrit cette année 2022 comme l'une des plus mauvaises en matière de retard. Quelles en sont les causes? Eh bien, la majorité des dysfonctionnements rencontrés par les usagers est liée à la difficile gestion de l'affluence en gare, au matériel défectueux, à la difficulté de régulation du trafic ou encore aux infrastructures fatiguées. Dans le ferroviaire, seuls 20 à 25% des retards relèvent d'une cause externe, parmi lesquels la météo, les obstacles sur les voies,
les colis suspects, les malveillances et, tout à la fin, les mouvements sociaux. Dans une autre étude de l'Autorité de la qualité de service dans les transports, il est dénoncé la dégradation de l'état du réseau ferroviaire depuis 1954. Elle l'explique par un vieillissement du réseau et du matériel roulant, une multiplication du trafic et des voyageurs et une baisse du nombre de personnels passant de 400 000 cheminots en 1954 à moins de 150 000 aujourd'hui. Cette proposition de loi ne trompe personne. Le sous-investissement, voilà ce qui pénalise vraiment les usagers. Pourquoi maintenons-nous un modèle où ce sont les collectivités territoriales et les usagers, et non l'État, qui financent le développement et l'entretien des réseaux? Pourquoi l'effort politique ne se porte-t-il pas sur cette question cruciale? Monsieur le ministre, à quand une loi de programmation sur les 100 milliards d'euros promis par Mme Borne? Sous-investissement, ouverture à la concurrence, ce sont ces choix politiques qui ont saboté le transport du quotidien indispensable à des millions d'usagers et malheureusement, ça continue. Ce sont aussi ces choix politiques qui génèrent des conditions de travail dégradées pour les salariés. Et que dire de la liquidation de nos grandes entreprises de services publics, comme Fret SNCF, qui a favorisé les transports routiers au détriment de la nécessaire décarbonation du fret et des transports d'une manière générale? Attaquons-nous donc aux causes de ces dysfonctionnements, pas aux conséquences. Autre aspect qui doit attirer notre vigilance. Cette proposition de loi instrumentalise les craintes autour des Jeux olympiques et paralympiques 2024 pour mettre à l'agenda politique ce vieux rêve de syndicalisme, de partenariat social. Cela a commencé avec Jacques Delors qui a introduit le principe de dialogue social en remplacement de celui de négociation collective. Puis ce sont les lois Auroux en 82 qui ouvrent des brèches dans le Code du travail, tout comme la loi travail de Myriam El Khomri en 2016. Enfin, c'est au tour des ordonnances Macron de 2017 qui, en créant les CSE, achèvent de déséquilibrer les rapports entre partenaires sociaux, affaiblissent les instances et découragent les élus dans l'exercice de leurs fonctions de représentation. Résultat, les organisations syndicales représentatives n'ont désormais aucun poids réel dans la négociation. Pourquoi ne pas commencer par respecter l'esprit de notre Constitution? Plutôt que de s'acharner sur le droit de grève, mettons en place deux véritables cadres de négociation collective où les organisations syndicales n'en seront pas réduites à discuter les virgules des accords. Rendons-leur les moyens de faire vivre la discussion sur des propositions. Dans le processus de négociation collective, la grève n'est qu'un levier d'action, mais un outil essentiel du rapport de force qui a permis, comme vous le savez, d'arracher de grandes conquêtes sociales. Et chers collègues, dois-je vous rappeler qu'on ne déclenche pas une grève par plaisir ou par commodité, que les conséquences sont lourdes pour les grévistes et que ce n'est pas avec gaieté de cœur qu'ils perdent ces précieuses journées de salaire, surtout dans la conjoncture économique actuelle. Mes chers collègues, vous le savez, la situation économique est particulièrement dégradée et le climat social d'une grande instabilité. Cette proposition de loi s'inscrit dans une conjoncture répressive à l'égard de tout ce qui ressemble à un contre-pouvoir exercé par un corps intermédiaire. Et en tant que parlementaire, on en sait quelque chose. Notre pays connaît un contexte de répression syndicale inédit. Plus de 1000 militants syndicaux sont aujourd'hui poursuivis devant les tribunaux. Cette situation doit nous interpeller car particulièrement alarmante pour nos libertés publiques. L'essence de la démocratie réside dans sa capacité à permettre la libre expression des conflits qui le traversent. À Athènes, déjà, antique mère de nos démocraties, cela permettait de réguler les différends et d'aboutir à un consensus. Empêcher l'expression du conflit n'empêchera pas le conflit en lui-même. Et cette proposition de loi ne servira pas l'intérêt des entreprises concernées, on le sait. Contrairement aux idées reçues, le patronat a besoin des organisations syndicales qui jouent un rôle d'amortisseur social essentiel dans notre démocratie. Si tel n'est pas le cas, nous assisterons au contraire à une multiplication des grèves sauvages et des pratiques hors cadre. Quand le corps social est contraint, il réagit. La dépénalisation de la grève en 1864 était pensée en ce sens, pour qu'elle se déroule au grand jour afin de mieux la gérer, la contrôler. Pour toutes ces raisons, je vous invite à voter en faveur de cette motion. En interdisant à certains salariés d'exercer leur droit de grève, ce texte franchit une ligne rouge. Je terminerai en citant quelques vers du chœur parlé intitulé Citroën, composé par Jacques Prévert. On a des valeurs différentes, cher Philippe.
et le groupe Octobre en 1933. Mais ceux qu'on a trop longtemps tondus en caniche, ceux-là gardent encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, pour attaquer, pour faire la grève. Conclure. La grève, vive la grève. La parole est à présent notre